Bonjour à toutes et à toutes. Merci de vous être connectés à cette session. Il est 9h30. Nous allons attendre 1 à 2 minutes pour laisser le temps à d'autres participants de se connecter. Donc à tout de suite, dans 1 à 2 minutes. Eh bien, il est 9h32. Un certain nombre de participants sont déjà connectés. Merci, merci pour ça. Nous allons donc démarrer cette session. Bienvenue à ce webinaire qui est consacré à la sélection des équipements de protection individuelle et en particulier aux fondamentaux qu'il faut connaître. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va vous donner quelques précisions sur le déroulement de cette session. Cette session est enregistrée. Vos micros et vos caméras sont désactivés. Et donc, ils sont donc désactivés, excusez-moi. En revanche, vous pourrez poser toutes vos questions à tout moment via le chat qui est accessible par la petite icône sur l'écran. Et Marion y répondra en fin d'exposé. Je vais maintenant laisser la parole à Marion Chazal, qui est responsable marketing chez Dräger de la gamme protection respiratoire filtrante. À toi, Marion. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup à tous aussi pour cette participation à ce webinaire pendant lequel, je vous le rappelle, on va revenir aux fondamentaux sur la sélection des EPI et notamment comment choisir la protection adéquate. Donc tout d'abord, on va parler un petit peu chiffres et on va dire que ces chiffres, ce ne sont pas que des statistiques qui sont abstraites, ça correspond à des vies. Donc chaque année en France, on a 38 000 personnes qui meurent de maladies pulmonaires. Donc c'est vraiment une part importante de ces drames qui est liée au travail. On va recenser jusqu'à 9 000 nouveaux cas de maladies respiratoires professionnelles chaque année. Et malgré son interdiction, on va parler un petit peu d'amiante qui continue de faire des ravages avec environ 1100 décès répertoriés annuellement et on observe aussi jusqu'à 3 fois plus de cancers du poumon. Donc ces chiffres, ça nous impose une responsabilité collective. Donc il faudrait mieux protéger, anticiper les risques et surtout agir concrètement pour que le travail ne soit plus un facteur de maladie. Donc vous l'avez bien compris, ne pas porter de protection, c'est un risque pour la santé. Un EPI mal adapté, c'est pas seulement une protection qui est insuffisante. C'est vraiment une porte ouverte à des atteintes graves aux organes vitaux. Donc sans protection efficace, les voies respiratoires, ce seront les premières touchées. Mais on va aussi retrouver une irritation du larynx, de la trachée, des lésions pulmonaires qui vont être dues à l'inhalation de particules ou de vapeurs toxiques. L'impact, il ne va pas s'arrêter là. Certains agents pénètrent l'organisme et atteignent aussi des organes qui sont essentiels à la vie, comme le foie, qui va être chargé de filtrer les toxiques, il peut s'abîmer. Les reins peuvent être aussi mis à rude épreuve, et même le cerveau peut être affecté par l'exposition à certains solvants ou substances neurotoxiques. Donc le choix d'un EPI performant et adapté, c'est pas un détail technique. C'est vraiment indispensable pour protéger les organes les plus précieux de vos collaborateurs, que ce soit aujourd'hui, mais aussi sur le long terme.
Un EPI mal adapté, ça va pas être seulement une gêne au travail, c'est aussi une véritable menace pour la santé des collaborateurs. Donc sans protection efficace, les salariés peuvent développer des allergies, des irritations chroniques, mais aussi des maladies qui peuvent être bien plus graves, comme l'asthme professionnel qui va être déclenché par l'inhalation répétée de poussière ou de produits chimiques. Donc dans les environnements les plus exposés, le risque va jusqu'à des pathologies qui peuvent être irréversibles, par exemple l'asbestose ou le mésothéliome, qui sont des maladies qui sont liées à l'amiante, la silicose qui est due aux poussières de silice ou encore certains cancers professionnels qui vont être, provoqués par l'exposition prolongée à des agents toxiques. Donc le choix d'un bon EPI, c'est pas une option. C'est un enjeu vraiment vital pour préserver la santé des équipes, aujourd'hui comme sur la durée. Hem, on va maintenant parler des risques liés à un mauvais choix de pays. Donc, dans un premier temps, on va retrouver un risque de non-conformité réglementaire. Un EPI inadapté peut entraîner le non-respect des exigences légales et normatives en matière de sécurité au travail. On peut aussi avoir des résultats qui peuvent être très négatifs lors d'audits, que ce soit des audits internes ou externes, et on va retrouver des non-conformités qui vont être identifiées et qui peuvent mener ou à des observations ou à des actions correctives coûteuses, voire des sanctions. Donc on peut aussi se retrouver à une perte de temps opérationnel. Un EPI mal choisi va provoquer chez vos collaborateurs des interruptions de tâches, de l'inconfort, un EPI mal ajusté, il faudra remplacer la protection plus fréquemment. Et tout ça, ça va générer des retards dans les activités de vos collaborateurs, de vos salariés. Et on peut aussi observer une diminution de la productivité. Des équipements qui ne sont pas adaptés vont forcément réduire l'efficacité des collaborateurs qui vont peiner à travailler dans des bonnes conditions. Et on peut aussi retrouver des collaborateurs qui sont ou insatisfaits ou démotivés. Un EPI qui n'est pas ergonomique ou gênant va renforcer le sentiment d'inconfort et ça va impacter le moral et aussi l'engagement des équipes. Et on peut aussi avoir potentiellement du personnel absent parce que l'usage de pays inappropriés peut aussi conduire à des accidents, des troubles musculo-squelettiques, des irritations et ça va entraîner des arrêts de travail plus fréquents. On va parler maintenant du contrôle des risques et on va commencer par le commencement. Lorsqu'on examine la hiérarchie des mesures de contrôle pour la gestion des risques, les EPI ils sont considérés comme la dernière ligne de défense. Donc, on va devoir mettre en place une protection collective avant de mettre en place le choix d'un EPI. En prévention des risques, le principe fondamental, c'est vraiment d'agir à la source avant de protéger l'individu. Donc, des mesures de protection collective sont toujours prioritaires. Elles vont réduire le danger sans dépendre du comportement des opérateurs. Donc, la première étape, ça va consister à éliminer le risque ou à défaut, le remplacer par une alternative moins dangereuse. Lorsque le danger va persister, on met en place des mesures techniques, soit le confinement, le captage à la source, la ventilation ou alors l'isolement des zones à risque, par exemple. Donc, ces solutions vont agir directement sur l'environnement de travail. Ensuite vont venir les mesures organisationnelles, comme l'adaptation des procédures, la limitation des temps d'exposition ou encore la formation. Et c'est en dernier recours, lorsque toutes ces mesures ont été appliquées et qu'un EPI, un risque résiduel va subsister, qu'on va préconiser un EPI. Donc l'EPI ne va pas supprimer le danger. Il constitue une protection individuelle complémentaire qui est indispensable mais jamais suffisante à lui seul. Donc une protection respiratoire efficace va commencer toujours par une prévention collective bien conçue. Donc une fois que vous aurez mis en place toutes les mesures possibles pour prévenir l'exposition à votre risque et qu'il n'y a aucun risque qui subsiste, eh bien là, on devra utiliser des EPI. Donc le choix d'un EPI efficace doit tenir compte de ces défis-là dès le départ pour être efficace. Et tous les EPI ne se valent pas. On va examiner tout ça un petit peu plus en détail. Donc, comme vous l'aurez compris, l'EPI intervient en dernier recours, lorsque toutes les mesures de prévention collective ne suffisent pas ou encore ne sont pas disponibles, qu'on ne peut pas les mettre en place. Donc d'abord, lorsqu'un risque résiduel d'inhalation va subsister, même
après la mise en place de la ventilation, du captage à la source ou de procédures adaptées, s'il reste un danger pour la santé, le port d'EPI devient indispensable. Ensuite, pendant qu'on va installer ou régler les protections collectives, tant que les systèmes de confinement ou de captage de ventilation ne sont pas pleinement opérationnels, le pays doit prendre le relais pour protéger les travailleurs, les collaborateurs. Le pays est également requis en cas de défaillance temporaire d'une mesure collective. Par exemple, quand il y a une panne ou qu'il faut faire de la maintenance, on doit assurer la protection jusqu'au retour à la normale. Et enfin, pour des expositions de courte durée ou ponctuelles, donc la maintenance, les inspections, les interventions occasionnelles, là où lorsqu'une protection collective permanente est aussi, indisponible, on va utiliser le pays. Donc le pays, le vrai message à retenir, c'est que le pays, ça ne remplace pas la prévention collective, il complète la protection lorsque le risque ne peut pas être maîtrisé autrement. On va retrouver 2 types de protection respiratoire. Il n'y a pas de solution unique. Donc, on distingue 2 grandes familles. Donc, les APR, qui vont dépendre de la qualité de l'air ambiant, et les ARI, qui fournissent un air autonome. Tout l'enjeu, c'est de choisir la protection adaptée à l'environnement et au niveau de risque. Donc, il existe 2 grandes familles de protection respiratoire et le choix, il n'est pas anodin. Donc, d'un côté, on va avoir les appareils de protection respiratoire filtrante, qu'on va appeler APR. Donc, eux, ils vont filtrer l'air ambiant. En version non motorisée, c'est l'utilisateur qui va générer l'inspiration et qui va faire cette action mécanique de filtrer l'air ambiant. Et en version motorisée, on va avoir un moteur qui va apporter un débit d'air constant. C'est plus confortable, notamment lorsque les collaborateurs font des efforts prolongés. Donc ces solutions sont efficaces dans des environnements maîtrisés où l'air est respirable. De l'autre côté, on va retrouver les appareils à adduction d'air, donc les ARI. Et ici, on ne va plus filtrer l'air ambiant. On va fournir à l'utilisateur un air respirable depuis une source indépendante, une bouteille ou un compresseur. Donc ça va aussi inclure les appareils autonomes et les appareils à circuit fermé. Donc il y a un petit point clé quand même à retenir qui est très important, c'est que seuls les ARI vont être adaptés aux atmosphères appauvries en oxygène. Donc le bon niveau de protection dépend du risque, de la durée d'exposition, de l'environnement. Donc bien choisir, c'est vraiment se protéger réellement. Donc 2 types de familles de protection respiratoire. Le choix. Oh, excusez-moi, je crois que j'ai fait une voilà, je reprends. Donc on a 2 comment on va différencier les appareils de protection filtrantes et les appareils de protection respiratoire isolants? Donc les appareils de protection respiratoires filtrants sont des appareils qui sont vraiment beaucoup plus légers que les appareils isolants. Donc ça va faciliter le confort et la mobilité des collaborateurs. On va avoir une plus grande liberté de mouvement grâce à une conception qui est beaucoup moins encombrante. La durée d'utilisation va être plus longue parce qu'on n'a pas l'autonomie, elle n'est pas limitée. Par exemple, par une bouteille d'air pour les aéris. On n'a besoin d'aucun équipement additionnel. Contrairement aux systèmes, aériens qui vont nécessiter un compresseur ou des conduites d'air comprimé. Il y a aussi quelques inconvénients. Par exemple, le choix de l'équipement, il est beaucoup plus complexe parce qu'on doit parfaitement adapter le choix au risque, au milieu et à la durée d'exposition. On va avoir une dépendance totale à la qualité de l'air ambiant. Donc ces environnements, ils conviennent pas ces équipements, ils vont pas convenir aux environnements fortement contaminés, aux espaces confinés ou aux situations où à se retrouver dans des situations de risque incendie. L'effort respiratoire avec un APR, il est aussi plus important, sauf dans le cas d'utilisation de ventilation assistée où là, on va vraiment être assisté par un moteur. Du coup, le fait d'avoir un effort respiratoire qui est plus important avec un masque respiratoire ou un demi-masque, un masque complet, ça va réduire le confort, pendant, le port prolongé. Avant de choisir un EPI, il y a 2 questions fondamentales à se poser. Heu, Est-il adapté et est-il adéquat? Donc un EPI adéquat, c'est d'abord un équipement qui va apporter réellement le niveau de protection nécessaire. Donc il doit être capable de faire face aux dangers présents sur le poste et surtout de réduire
l'exposition à un niveau suffisamment bas pour préserver la santé de l'utilisateur. Si l'un de ces éléments manque, le pays ne remplit pas son rôle. Donc, il ne suffit pas non plus qu'il soit adéquat, il doit aussi être adapté. Adapté à la personne qui va le porter, à sa morphologie, à son confort et aussi à sa capacité de bien le porter. Il doit être adapté à la tâche. Il y a certains travaux qui demandent de la précision, de la visibilité, une grande liberté de mouvement et il doit aussi être adapté à l'environnement, les conditions climatiques, le niveau de contamination, l'espace disponible autour du collaborateur sont vraiment des critères à prendre en considération. S'il y a un de ces 3 critères qui n'est pas rempli, l'efficacité de la protection va diminuer. C'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier l'adéquation et l'adaptation d'un EPI. C'est vraiment pas qu'une formalité, c'est ce qui va garantir une protection fiable, réelle et durable. Ensuite, il va falloir évaluer le risque d'exposition. Donc, pour évaluer correctement ce risque d'exposition, on commence par identifier tous les produits chimiques qui vont être présents sur le site et on va vérifier leur classification du danger. Ensuite, il va falloir aussi analyser les procédés utilisés. Même un produit qui est non dangereux à l'origine, il peut générer un risque lorsqu'il est par exemple chauffé, découpé, pulvérisé ou manipulé d'une certaine façon. Donc cette évaluation doit toujours s'appuyer sur des sources qui sont fiables. On va aller se référer aux fiches de données de sécurité, mais aussi aux recommandations de l'INRS ou d'autres organisations spécialisées. Ça va permettre de déterminer si les mesures de prévention supplémentaires, s'il va falloir mettre en place des mesures de prévention supplémentaires, si c'est nécessaire. Donc pour résumer, c'est en combinant l'analyse du terrain avec les données réglementaires et techniques qu'on peut évaluer précisément le risque d'exposition et choisir les protections adaptées. On va voir un petit peu aussi les conditions générales dans lesquelles on peut utiliser un appareil de protection respiratoire filtrant. Donc, il ne peut être utilisé que si certaines conditions essentielles sont réunies. Tout d'abord, on doit se retrouver avec une atmosphère qui doit être suffisamment riche en oxygène. Donc, on doit avoir au minimum 17% du volume d'air qui est de l'oxygène. Ensuite, on doit connaître le type de contaminant et sa concentration. Ça doit être connu. Donc, pour choisir un APR, on doit connaître le contaminant et sa concentration. Il faut aussi rappeler, c'est important de le rappeler, qu'un un APR, pardon, il est interdit de le porter dans des zones mal ventilées ou des espaces confinés, comme des tunnels, des cuves, des petites pièces, des navires, et tous les endroits dans lesquels l'environnement peut évoluer, peut changer. Donc dans ces environnements-là, on va utiliser un appareil isolant. Donc, le contaminant doit aussi présenter des signaux d'alerte qui sont perceptibles. On doit pouvoir le percevoir à l'odeur ou au goût pour que l'utilisateur puisse détecter une éventuelle percée du filtre. Et le dernier point important, c'est que la concentration doit rester inférieure à la valeur IDLH, c'est-à-dire en dessous du seuil où la vie ou la santé sont immédiatement en danger. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, on ne doit pas utiliser un appareil de protection respiratoire filtrant. Donc, lorsqu'on travaille dans une atmosphère pauvre en oxygène ou dans un environnement où la concentration d'un contaminant devient immédiatement mortelle et que les appareils filtrants ne suffisent plus, dans ces situations qui sont extrêmes, la seule solution sûre, c'est l'utilisation, excusez-moi, on en est là, je m'excuse. Donc je me disais que, heu, dans les situations extrêmes, la seule solution sûre, c'est vraiment d'utiliser un appareil de protection respiratoire isolant qui va fournir une source d'air indépendante. Et parce que manipuler ce type d'équipement, ça exige vraiment une parfaite maîtrise, on doit avoir une formation spécifique des utilisateurs. C'est indispensable. Donc c'est cette combinaison-là, appareil isolant plus formation adéquate qui va permettre de travailler en sécurité lorsque l'air lui-même devient un danger. Avant de choisir la protection respiratoire, c'est vraiment essentiel d'identifier la forme que prend la substance dangereuse. Toutes ne se présentent pas de la même manière et à chaque forme nécessite un type de protection spécifique.
D'à côté, on va retrouver les aérosols, donc les poussières issues du bois, par exemple, de la pierre, de la farine, mais aussi on va retrouver des fumées générées par la combustion ou encore des sprays, des brouillards qui vont produire des petites gouttelettes. Et de l'autre côté, il y a les gaz et vapeurs, donc il peut s'agir de monoxyde de carbone, de dioxyde de soufre, de gaz d'échappement, de chlore ou encore des vapeurs de solvants ou de métaux comme le mercure. Donc là, il va falloir les identifier correctement. Il faut qu'on sache si on est face à une poussière, une fumée, un gaz, une vapeur. C'est pas un détail. C'est vraiment ce qui va permettre de sélectionner la cartouche ou le filtre adapté et de garantir une protection qui est réellement efficace. On doit aussi, pour choisir correctement son filtre ou l'appareil de protection respiratoire, il faut comprendre la notion de taille de particules auxquelles on peut être exposé. Toutes les tailles de particules ne vont pas se valoir. On a certaines qui sont très fines et d'autres beaucoup plus grossières. Et cette différence va changer complètement la façon dont elles se comportent et comment on doit se protéger. Donc d'un côté, on va retrouver les poussières fines qui sont souvent inférieures à 5 microns, donc les fumées, les virus, les germes, les spores, les brouillards. Et ce sont justement des particules qui sont les plus dangereuses car ça va être celles qui vont pénétrer le plus profondément dans les voies respiratoires. Et de l'autre côté, on va retrouver les poussières qui sont plus grossières comme le sable, le pollen ou certaines poussières industrielles. Donc elles sont plus visibles et elles sont aussi plus faciles à filtrer. Donc le graphique que vous voyez là, ça permet vraiment de se situer concrètement et de situer concrètement les différentes substances par rapport à leur taille. Donc, c'est comparé à un cheveu humain qui fait environ 70 microns de diamètre. Et donc, comprendre cette échelle, c'est aussi comprendre pourquoi tous les filtres ne se valent pas. Plus la particule est fine, plus la protection doit être performante. Pour déterminer aussi le facteur de pour, pour choisir la bonne protection respiratoire, il faut aussi déterminer le facteur de protection. Donc, on va commencer par se référer aux documents disponibles, les fiches de données de sécurité, les recommandations de l'INRS ou les autres organismes. Ils vont apporter souvent une première indication sur le niveau de protection minimale. Ensuite, on va vérifier si la substance est soumise à la limite d'exposition réglementaire. Si une VLUP existe, le facteur de protection doit permettre de rester en dessous de cette valeur, quelles que soient les conditions de travail. On doit aussi prendre en compte la classification de la substance. Si elle est cancérogène, mutagène ou reconnue par exemple comme cause d'asthme professionnel, on doit généralement viser un niveau de protection supérieur. Et dernièrement, on va aussi évaluer le niveau de protection, de réduction nécessaire entre la concentration présente dans l'air et la concentration acceptable. C'est le ratio qui va définir directement le facteur de protection à atteindre. Donc en combinant ces quatre éléments, la documentation, la réglementation, la dangerosité et le niveau de réduction nécessaire, on peut choisir un EPI qui est réellement adapté au risque. En France, pour maîtriser correctement le risque chimique, on va s'appuyer sur les VLEP. Les VLEP, ce sont les valeurs limites d'exposition professionnelle. Elles vont indiquer la concentration maximale d'une substance dangereuse présente dans l'air qu'un collaborateur peut respirer sans risque pour la santé. Donc, il va exister deux types de VLEP, une valeur à long terme qui va être calculée sur 8 heures et une valeur à court terme qui va être calculée sur 15 minutes. L'objectif, c'est simple. On ne doit jamais dépasser ces niveaux pour garantir un contrôle réellement efficace du risque. Pour les substances les plus dangereuses, notamment, on va penser aux CMR ou aux agents sensibilisants, l'exigence va aller encore plus loin. L'exposition, elle doit être réduite au niveau le plus bas techniquement possible même lorsque la VLEP est respectée. Donc, vous pourrez retrouver sur le site de l'INRS qui met à disposition un répertoire complet des VLEP et tous les outils qui peuvent vous aider aussi. Donc, c'est une ressource vraiment essentielle pour évaluer les risques, choisir les protections et démontrer que les conditions de travail sont maîtrisées. Ensuite, il va falloir aussi prendre en compte le pour choisir la bonne protection, il faut vraiment connaître les niveaux de protection des différents types de protection respiratoire. Et pour ça, on va devoir se référer au facteur de protection assigné, qu'on va appeler FPA, qui va permettre de
traduire concrètement le niveau de protection apporté à un appareil respiratoire. Donc, en conformité à la norme EN 529, mais aussi aux recommandations INRS, le FPA va dépendre à la fois du type de protection et de la pièce faciale utilisée. Plus le FPA est élevé, plus la protection est importante, mais aussi plus les contraintes d'usage vont augmenter. Donc, on voit ici une montée en puissance sur ce tableau-là qui est quand même très clair, puisqu'on va monter en puissance au niveau du FPA en fonction qu'on va utiliser des masques filtrants, des demi-masques pour des expositions qui vont être maîtrisées, jusqu'au système à ventilation assistée et à adduction d'air qui vont offrir des niveaux de protection bien supérieurs. Donc, le FPA, c'est un outil d'aide au choix, mais il ne va jamais remplacer par contre l'analyse du risque. Donc le bon équipement, c'est celui qui est adapté aux dangers réels, porté correctement et accepté par l'utilisateur. On doit aussi adapter les filtres à la substance et à la forme. Donc ce tableau, il va rappeler une règle qui est essentielle. Donc un filtre ne va jamais se choisir au hasard. Il doit toujours être adapté à la substance présente et à la forme sous laquelle elle se trouve, que ce soit du gaz, des vapeurs, des particules, des composés organiques ou inorganiques. Pour aider à cette sélection, les filtres sont classés avec un système de code couleur qui est normatif, donc défini par des normes. Chaque couleur correspond à une famille de contaminants qui est spécifique. C'est un repère visuel qui est simple, mais il est crucial, parce qu'en un coup d'œil, on va identifier le type de polluant contre lequel le filtre est conçu. Donc le code couleur, ce n'est pas un choix de fabricant, c'est une obligation réglementaire, hein. C'est harmonisé au niveau européen et il va garantir que tous les utilisateurs, quel que soit le modèle ou la marque, va retrouver la même correspondance couleur. L'idée donc, c'est que la protection respiratoire, ça doit toujours commencer par une bonne identification du contaminant et une fois que la substance est connue, on choisit le filtre qui correspond en s'appuyant sur cette codification qui est normée pour pouvoir, assurer, une protection qui est réellement efficace. Ici, on va aussi voir les différentes classes de filtres à particules qui vont simplement correspondre à leur niveau d'efficacité. Donc pour les filtres à particules, on va parler de classe P1 à P3 et c'est classifié en termes de performance, de capacité de séparation. Donc les filtres à particules sont classés en trois catégories en fonction de leur capacité de séparation des particules. Le P1 pour la faible capacité de séparation, le P2 pour la capacité de séparation moyenne et le P3 pour la forte capacité de séparation. Donc, les filtres à particules de classe 1 peuvent être utilisés contre les particules solides et liquides, mais par exemple pas contre les particules ou les substances cancérigènes, les bactéries, les champignons, les spores, les virus, etc. Les filtres à particules de classe 2, eux, ils peuvent être utilisés contre les particules solides, liquides, pareil que le FFP1, que le P1, mais aussi pour les particules de substances cancérigènes, les bactéries, les champignons, les spores, mais par contre pas contre les virus, les enzymes et les particules radioactives. Et le P3, lui, par contre, va pouvoir couvrir toutes ces filtrations-là, mais il va aussi couvrir le risque des champignons, des spores, des virus, des enzymes, des particules, etc. Donc l'idée générale, plus la classe du filtre augmente, plus il retient de particules et plus la protection de l'utilisateur va être élevée. Donc, on va voir un petit peu comment ça fonctionne, les filtres à particules. Donc, ça fonctionne d'abord grâce à la filtration mécanique. Les fibres, elles sont tellement serrées que les particules les plus grosses sont directement capturées par les fibres. Plus, pour les particules qui vont être plus petites, on va généralement charger les fibres en électrostaticité pour pouvoir les retenir. Donc, elles vont venir se fixer aussi aux fibres du masque. Donc, même avec ces 2 mécanismes, il y a une précision importante, c'est qu'il faut quand même spécifier qu'aucun filtre ne peut arrêter absolument toutes les particules. Il reste toujours une limite car la filtration repose avant tout sur un principe mécanique. Ensuite, on va retrouver les différents types de filtres à gaz. Donc, on va retrouver 3 types de filtres à gaz, 3 classes différentes. Et ça va se distinguer par leur capacité d'absorption, c'est-à-dire la quantité de gaz ou de vapeur qu'ils sont capables de retenir avant la saturation. Donc, la classe 1, ça va correspondre à une petite capacité. Donc, elle va protéger jusqu'à environ 1000 ppm. Donc, c'est adapté aux expositions faibles ou de courte durée.
Ensuite, on va retrouver la classe 2 qui va, elle, offrir une capacité de protection qui va aller jusqu'à 5000 ppm, ce qui la rend adaptée à la plupart des situations professionnelles courantes où les concentrations peuvent être plus élevées. Et enfin, on va retrouver la classe 3 qui, elle, va aller filtrer, avoir une capacité qui peut aller jusqu'à 10 000 ppm. Ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve sur le marché les classes 1 et les classes 2 pour les filtres ABEK. Donc l'idée à retenir, c'est que plus la classe augmente, plus le filtre peut absorber de gaz avant d'être saturé. Donc plus longtemps, il va protéger. Et ensuite, on va retrouver la ventilation assistée et avec la ventilation assistée, on va travailler avec un appareil qui apporte un vrai gain et un vrai confort. C'est plus l'utilisateur qui doit aspirer l'air à travers le filtre, mais un moteur qui le fait pour lui. Donc ça réduit fortement l'effort respiratoire et ça permet de porter la protection plus longtemps avec des filtres. Donc l'élément le plus important à retenir, et là c'est vraiment très important, c'est que ces systèmes-là, ils sont approuvés comme système complet. Donc ça signifie que le moteur, le tuyau, la cagoule ou le masque, les filtres doivent être utilisés ensemble, exactement dans la configuration qui a été validée par la norme. Donc on ne peut pas mélanger des composants de sources différentes ou faire des substitutions improvisées. C'est vraiment l'ensemble du système qui garantit la performance, le débit d'air et aussi le niveau de protection. Donc là, dans la slide, vous verrez, dans ce slide-là, vous voyez quelques exemples de différentes combinaisons possibles, donc avec des filtres particules, gaz, etc. Donc il faut toujours comprendre que le système est certifié en tant que système et approuvé comme un tout. Donc la ventilation assistée, il faut aussi retenir que c'est vraiment très confortable. C'est une meilleure endurance pour le collaborateur, mais il faut l'utiliser en tant que système complet, tel qu'il a été certifié. Donc on va voir maintenant quelles autres considérations sont à prendre en compte. Donc les EPI, on ne doit jamais les choisir de manière isolée. Ils vont s'inscrire dans une approche très structurée et méthodique. Donc d'abord, on va commencer par l'identification des dangers. Quelles substances sont utilisées, sous quelle forme et avec quels effets potentiels. Ensuite, il faut évaluer le risque en tenant compte des conditions d'exposition, des procédés, des concentrations mesurées, des exigences réglementaires comme les VLEP. Et une fois ces éléments connus, il s'agit de maîtriser les risques en privilégiant d'abord les mesures collectives, donc la substitution, le captage, la ventilation, et les EPI vont alors intervenir comme dernier rempart lorsque le risque résiduel persiste. Et l'étape suivante, ça consiste à consigner les conclusions et les mesures prises, par exemple dans un document unique ou dans les procédures internes. Enfin, la démarche va se boucler par une révision régulière des contrôles pour vérifier que les mesures restent adaptées, efficaces et qu'elles répondent à l'évolution des produits ou des procédés. Donc ce schéma-là, il montre bien que les EPI ne sont pas une solution spontanée. Ça fait vraiment partie d'une démarche globale et continue de maîtrise du risque, qu'il soit chimique ou qu'il soit lié à la poussière. Donc une fois qu'on a défini l'équipement de protection respiratoire, le travail ne va pas s'arrêter là. Pour garantir une protection qui est réellement efficace, il faut penser à tout ce qui l'entoure. Dans un premier temps, il faut penser à former les utilisateurs. Un bon EPI ne protège pas s'il est mal porté, et s'il est mal ajusté, et s'il n'est pas utilisé au bon moment. Donc, ensuite, on doit superviser son utilisation. Donc, pour s'assurer que les bonnes pratiques sont respectées au quotidien, il faut superviser son utilisation. Ensuite vient le temps de la maintenance, qui doit être réalisée conformément aux instructions du fabricant et à la législation. Donc, c'est indispensable pour préserver les performances du matériel dans la durée. Et on doit aussi tenir des registres obligatoirement, comme le demande la réglementation, pour tracer l'entretien et le suivi des équipements. Et il ne faut pas oublier la notion de stockage. Un EPI doit être conservé dans des conditions adaptées pour éviter qu'il se détériore de manière prématurée. Donc choisir un EPI, c'est une première étape, mais c'est tout son cycle de vie qui va être important. Donc la formation, le suivi, la maintenance, la documentation, le stockage. C'est ça qui va garantir une protection qui est réellement fiable. Donc j'en ai fini pour
cette petite présentation, information, etc. Donc maintenant vient le temps des questions. Donc je vais me connecter au chat pour voir si on retrouve des questions. Alors, là, alors je vois qu'il y a des questions un petit peu, très précises sur des utilisations très précises. Donc je vous invite là, vous avez mes coordonnées, vous avez mon adresse email. Je vous invite à me contacter par email. Comme ça, je vous donne une réponse vraiment très précise en fonction de vos cas particuliers. J'ai une autre question, où est-ce qu'on peut trouver les VLEP des différentes substances? Donc les VLEP des différentes substances, vous retrouverez ça sur l'INRS, mais vous avez aussi un site qui s'appelle Drager Voice et qui permet, avec les numéros de casse, de retrouver tous les contaminants, de retrouver donc les VLEP et les types de protection qui sont adaptés, donc les types de filtres qui vont être adaptés. J'ai une demande, est-il possible d'avoir ce support? Bien entendu, ce support sera disponible, il n'y a aucun souci. Comment savoir calculer le temps de claquage si les concentrations fluctuent dans le temps? Alors, si les concentrations fluctuent dans le temps, comment on calcule un temps de claquage? Donc un temps de claquage, ça peut se calculer en laboratoire, par exemple, avec des tests de laboratoire. Donc il va falloir déterminer quelle est la substance, la durée d'exposition, les conditions, est-ce qu'on est dans un milieu humide, pas humide, etc. Et en laboratoire, par exemple, Draeger, nous, on peut faire ce type de test-là. Donc, il suffit de me contacter ou de contacter votre référent secteur et on peut organiser ce type de test-là pour pouvoir vous indiquer le temps de claquage de votre filtre. En tout cas, avoir une durée moyenne d'utilisation de votre filtre. Alors, je vois qu'Isabelle a mis le lien vers DragerVox dans le chat. Alors, combien de temps un masque FFP3 doit-il être changé? Alors déjà sur les masques, je vais prendre cette dernière question-là et puis après je vous invite à me contacter. Donc sur un masque FFP3, on a la notion de réutilisable, non réutilisable. Donc normalement, on doit changer son masque FFP3, à la fin de la journée ou à la fin de sa période de travail. Par contre, il y a aussi cette notion de, résistance respiratoire. S'il y a beaucoup de résistance respiratoire, c'est que le filtre est saturé, c'est qu'il faut le changer. Voilà, voilà. Il y a d'autres sections de webinaires qui sont prévues. Donc, là, on a vu, comment choisir un EPI. On va aussi choisir prochain webinaire est comment choisir l'EPI approprié, donc en fonction de la morphologie des conditions de travail. On va aussi voir, on a un troisième webinaire sur le programme de protection respiratoire, comment le mettre en place. Et on a un dernier webinaire sur la maintenance et l'entretien des EPI. Voilà, donc je vous invite à me contacter par email si vous avez des questions plus techniques, plus précises sur certaines applications, certains contaminants. Et puis, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle session de webinaire. Merci beaucoup.